Hey, moi c'est Nice et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Comme la semaine dernière, on se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur mes lectures de la semaine consacrées au challenge Le Mois de la Fantaisie. Et oui, les deux au fond là, je vous vois râler. Ne vous inquiétez pas, pour ceux qui en ont marre de ce format, je le fais pour le temps du challenge parce que j'avais pas envie de faire une vidéo d'une heure à la fin du mois. Et du nouveau contenu arrivera en juin, juillet, août. Stay tuned, du nouveau contenu arrive. On commence sans plus tarder avec le tome que j'ai lu juste après avoir posé ma caméra la semaine dernière, le tome 10 de Danmachi. Alors, je me suis rendu compte la semaine dernière en faisant le montage que j'ai oublié pas mal de fois de vous faire des résumés des histoires. Je vais essayer d'en faire un peu plus cette fois-ci, sans trop rentrer dans les détails pour pas spoiler les gens qui n'auraient pas lu ces histoires ou qui voudraient les lire justement. Alors, dans l'univers de Danmachi, pour poser un peu les bases, les divinités existent. Donc les divinités grecques, égyptiennes, nordiques, etc. Et elles vivent dans un espèce de mont Olympe. Sauf que l'éternité c'est long, surtout vers la fin. Du coup, vu qu'elles s'ennuient, certaines divinités elles décident de descendre sur Terre et créer ce qu'ils appellent des familias, où elles prennent des humains sous leur aile pour pouvoir les aider à développer des capacités. Bon, nous particulièrement dans notre histoire, on va suivre le personnage de Belcranel qui arrive à la capitale et qui décide de devenir aventurier. Pour ce faire, il s'inscrit dans une familias, celle d'Estia, et est malheureusement le seul membre de cette familias. Ce tome 10 est un fin de cycle, donc du coup on a pas mal de réponses à nos questions, on a une belle révélation. Franchement, c'était celle que j'attendais limite depuis le début, je suis vraiment satisfaite à ce niveau-là. On a un gros combat contre un monstre vraiment méchant. Bon, c'est un peu prévisible parce que on va se douter que notre héros va survivre. Désolée, pour ceux qui s'attendaient à sa mort, non, il survit. Mais le combat est quand même rudement bien mené et on a un détail très très clair au niveau des dessins. On arrive à suivre toutes les actions, les différents protagonistes. C'est vraiment pas mal. Bon, le seul reproche que je peux faire sur le papier, c'est qu'on nous annonce une fin de série. Donc en fait, c'est une fin d'arc, donc on nous relance quelques éléments en fin de tome pour nous inciter à acheter la suite, ou du moins à lire la suite. En vrai, je sais pas pourquoi les éditeurs font ça, de plus en plus de séries qui sont comme ça. Il y a Danmachi du coup, les Road Zero aussi, qui sont séries divisées par arc, la multitude de Sword Art Online qui existent en manga. Je sais pas, c'est une nouvelle mode ou... J'ai poursuivi ma semaine de lecture avec le 7 tomes de L'Atelier des Sorciers que j'ai là en version collector. Alors tout d'abord, ces éditions collector, un vrai petit bijou. Merci PK Éditions, les bonus sont vraiment très jolis. Je vous mets quelques inserts des bonus qu'on a pu avoir sur les premiers tomes, mais entre les artbooks qui sont vraiment très jolis, les artbooks en couleur qui sont encore plus jolis, le petit carnet circulaire, franchement, on a de quoi ravir tout bon collectionneur qui se respecte. Dans l'atelier des sorciers, on suit le personnage de Coco, une petite fille ordinaire qui va mettre un pied dans le monde de la magie de la pire façon qui soit. Elle recopie par hasard un sort qui va pétrifier sa mère, et donc Kefri, le magicien qui se trouve à ses côtés à ce moment-là, lui propose de la prendre sous son aile afin de lui apprendre les rudiments de la magie pour pouvoir trouver un contresort et libérer sa mère. Bon, comme vous avez pu le constater, c'est une histoire relativement classique dans son initialisation. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est le traitement. Les dessins sont vraiment magnifiques, ils sont époustouflants. J'ai mis limite plus de temps à m'arrêter sur les planches pour admirer le dessin que pour lire les cases. Les personnages sont tous très intéressants, que ce soit Coco le personnage principal, ses camarades de l'atelier ou Kefri, son maître. Parlons un peu de Kefri justement. C'est un magicien sur lequel on sait peu de choses. On sait qu'il cache des choses, on sait qu'il lui arrivait quelque chose dans son passé et on se demande pourquoi il prend Coco sous son aile. Puisque la règle numéro 1 c'est une personne normale qui découvre la magie doit se faire effacer la mémoire. Alors pourquoi a-t-il fait bénéficier à Coco d'un passe-droit? Et justement, grâce à ce passe-droit, Coco va rentrer dans un monde qui ne lui est pas destiné. Elle est vraiment ignorante par rapport à tout ce qui l'entoure. Elle apprend beaucoup de ses camarades en les recopiant. Et ce petit parallèle m'a fait penser un peu à Harry Potter, où lui aussi, il est complètement ignorant du monde de la magie. Ok, c'est un puissant sorcier, mais il a été élevé en moldu. Et du coup, on peut voir un peu un petit lien entre Coco et Harry sur ses premières pages, sur ses premiers tomes. L'univers du manga a l'air vraiment très recherché, bien peaufiné et surtout très maîtrisé par son auteur. On a droit à différentes étapes pour avoir le grade de sorcier officiel. On a une géographie qui est maintes et maintes fois représentée par des cartes, donc l'autrice sait exactement où elle va en termes de géographie pour son univers. On a aussi un bestiaire qui est vraiment propre à l'œuvre et ça, c'est carrément pas mal. Ouais, j'aurais dû dire c'est carrément classe, mais bon. Malgré un côté assez sombre, oui, il faut bien que la trame principale soit intéressante quand même, hein.
Cette série transpire la bienveillance et ça fait vraiment plaisir à lire, ça nous met du baume au cœur à chaque fois qu'on tourne une page. Allez, si je résume vite fait, des dessins époustouflants, une histoire qui vaut le coup ma foi, un univers très maîtrisé et franchement un petit bonus pour l'édition collector, des goodies vraiment très appréciables. En bref, je recommande la série, elle est vraiment géniale et je sais pas pourquoi je n'ai pas lu ces tomes plus tôt. Je crois qu'en fait le seul reproche que je peux faire à l'atelier des sorciers, c'est que l'édition n'a pas de page couleur. Ce serait vraiment trop génial de pouvoir admirer les dessins avec des couleurs, vous trouvez pas? Vous l'avez peut-être vu pour ceux qui me suivent également sur Instagram, mais j'ai reçu cette semaine un beau colis qui contenait plein de mangas. Aussitôt reçu, aussitôt lu, le tome 5 des Chroniques d'Asfareo. Et si on résume rapidement l'histoire, les Chroniques d'Asfareo, nous suivons une jeune fille qui s'appelle Recul et qui va se mettre au service du roi d'Asfareo qui malheureusement est un dragon. Alors en fait c'est un peu plus compliqué que ça, il y a une histoire de malédiction qui transforme le souverain en dragon pour que le dragon puisse lui prêter sa puissance afin que le roi puisse protéger le peuple dignement. Mais bref, parlons un peu de ce tome 5. C'est un tome qui est bourré d'action. Nous avons enfin le combat qui était promis dans la fin du tome précédent et vraiment montre en main, il se dévore très très vite. Hein. Je pense que j'ai mis moins d'une demi-heure pour le lire alors que je suis quand même quelqu'un qui lit pas forcément très très vite. J'aime toujours autant les dessins de l'auteur, franchement elle dessine super bien et surtout les hommes, ils ont un petit look un peu androgyne, ça me fait totalement craquer, j'adore. Cette série se termine en 9 tomes, il nous en reste donc 4 et là franchement vu la direction que le tome 5 a pris, je vois pas trop ce que la suite va nous réserver. Mystère! Bon allez, si je suis tatillonne, je dois trouver un défaut à ce manga. Comme pour la plupart des shoujo, les personnages masculins s'intéressent très vite à l'héroïne, qui viennent de la rencontrer ou qui la connaissent depuis toujours. Alors ok, elle est gentille, elle est belle, elle fait tout son possible pour aider son prochain, mais quand même, il y en a qui viennent de la rencontrer, c'est pas possible d'avoir un intérêt aussi soudain, non? Bon, mais comme on l'a dit, la plupart des shoujo sont comme ça, donc l'autrice a juste repris les codes du genre. Et vu que je suis gentille et que je donne pas que les points négatifs, je donne aussi les points positifs. Donc comme vous avez pu vous en rendre compte vu que ça parle de dragon, c'est un shoujo qui se passe dans un cadre fantastique. Et ça, c'est un gros plus. Je vous le conseille pour ceux qui aiment bien les shoujo un peu légers, qui se passent dans un cadre inhabituel. Et voilà. Allez, on finit le tour d'horizon des mangas que j'ai lus cette semaine, je vous parlerai juste après d'un petit roman, mais je viens de finir The Mystic Archives of Tantalian. Dans Mystic Archive, nous suivons le duo de Yui, le gardien des clés, et de Dalian, la biblio-princesse noire. Alors biblio-princesse, ça fait classe comme nom, mais qu'est-ce que ça veut dire? Un peu à l'instar de Sakura, chasseuse de cartes, nous avons ici un duo qui va devoir récupérer les livres noirs aux quatre coins de l'Angleterre. Cette série se compose de différents épisodes, grosso modo un épisode égale un livre à chasser, et ces différents épisodes sont eux-mêmes composés de plusieurs chapitres. Ou pas parce qu'en fait il y a des épisodes qui ont un seul chapitre. Et c'est ça que j'aime bien, puisque du coup quand on arrive avec un petit rythme de lecture où on se dit bon bah d'accord, il y a un livre, ils arrivent, ils enquêtent, etc. Paf, on nous casse le truc avec un livre où bah, le duo n'arrive pas et n'enquête pas. Et vraiment ça c'était très appréciable, j'ai vraiment adoré. Petit bémol pour moi qui suis un peu une chochotte, certains passages sont très gore. On n'hésite pas à nous montrer des corps mutilés, du sang de partout, et bah je dois avouer que j'ai passé les pages un peu vite à ces moments-là. Mais ça n'enlève rien à la qualité du récit, on a besoin de ces passages-là pour nous montrer à quel point les gens peuvent être déviants quand ils sont sous le contrôle d'un livre noir. En fait, depuis le début je dis livre noir, mais c'est livre fantôme. Désolée. Autre point positif, comme je vous le disais tout à l'heure, l'action se passe en Angleterre, mais surtout au début du XXe siècle. Et ça, c'est vraiment très cool aussi. J'adore les atmosphères un peu londoniennes du début du siècle, c'est vraiment très cool. Ce que je peux vous dire de plus, c'est que j'ai grandement apprécié ma lecture. Pas au point d'avoir un coup de cœur, mais j'ai vraiment passé un excellent moment avec ces 5 tomes. Et comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai pu trouver des petits parallèles avec le fonctionnement de Cardcaptor Sakura, ou encore le système d'enquête qui m'a fait penser à Q Mysteries un peu. Il me reste juste une petite mise en garde à vous faire. Si cette série a l'air de vous intéresser, cherchez-la plutôt sur Vinted ou Le Bon Coin parce que la série est tout simplement en rupture de commercialisation chez Soleil. Dommage, c'était vraiment très cool. Allez, on attaque le dernier bouquin de cette vidéo. Je vais vous parler un petit peu d'Oraison de Samantha Bailly.
Alors oui, je vous dis que je vous en parle un peu parce que j'ai fini de lire le premier tome. Faut savoir que donc Scène Bricas est composé de 2 tomes, c'est une duologie. Et donc ici, je vais pouvoir vous parler que de la première partie. Pas évident de vous faire un résumé qui spoile rien. Je trouve déjà que la 4ème de couverture, elle spoil beaucoup. Allez, je vais faire de mon mieux. Dans l'univers d'Oraison, la religion a une part vraiment très importante. Lorsqu'une personne décède, on procède à son oraison. C'est une opération qui, d'après ce que j'ai compris, a l'air de sauver l'âme de la personne afin de l'envoyer dans les astres. Donc c'est une religion qui est vraiment basée sur les étoiles, celles qui nous entourent, etc. Il y a même une classification des personnes en fonction de leur prénom, puisque tous les prénoms doivent être une étoile. Et du coup, si on a une famille royale, on a le droit de s'appeler style Soleil par exemple, alors que ces prénoms sont réservés à l'élite. On peut pas appeler son enfant, si je suis monsieur et madame tout le monde, je peux pas appeler mon enfant Soleil par exemple. Quand je lis des romans, j'ai plutôt l'habitude des narrations à double temporalité. Ici, on est plutôt sur un double géographie puisqu'on va suivre simultanément des personnages qui évoluent sur 2 continents différents et du coup on a une alternance de chapitres qui va nous permettre de faire avancer en parallèle les 2 trames narratives. Bon, je vous rassure, il y a quand même une logique à tout ça, l'alternance des chapitres, oui c'est bien, mais on suit quand même 2 sœurs et du coup c'est sympa de les voir évoluer en parallèle. Bon, mais sinon ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre où j'ai eu besoin de faire ça. Vous voyez là, genre l'arbre généalogique des gens, les liens qu'ils ont entre eux. C'est crado, hein? Bah ouais, mais j'y ai souvent eu besoin. La narration se fait en 3ème personne avec des chapitres qui alternent sur 2 lieux géographiques différents. Chaque chapitre ne se concentre pas sur un seul personnage, mais sur une multitude, on reste vraiment sur le continent sur lequel se place l'action, et ça c'est assez cool pour faire avancer plusieurs personnages en même temps. Ce premier tome est composé de 4 parties et entre chaque chapitre nous avons droit à un interlude. La narration se fait en 3ème personne avec des chapitres qui alternent sur 2 lieux géographiques différents. Chaque chapitre ne se concentre pas sur un seul personnage mais sur une multitude, on reste vraiment sur le continent sur lequel se place l'action et ça c'est assez cool pour faire avancer plusieurs personnages en même temps. Je trouve que ce type de narration est vraiment très efficace. Grâce aux interludes, nous suivons des personnages qui vont avoir un impact fort sur le suite du récit et nous pouvons, par exemple dans le cadre d'un chasseur, monter en pression à chaque fois qu'un chapitre défile. Bah oui, un chasseur, il se rapproche de sa proie, il s'approche, il s'approche, il s'approche. Bon, comme dans la plupart des livres de fantasy, si vous êtes un peu chercheur, vous pouvez essayer de trouver les liens entre tous les personnages parce qu'il y en a vraiment pas mal. Pour le moment, j'aime vraiment beaucoup ma lecture. Je trouve cependant qu'il manque un peu de détails par rapport aux différents métiers. On a énormément de détails sur les oraisonniers. Bon, en même temps, ce sont les personnages principaux, donc c'est normal. Mais le reste de l'univers paraît un peu brouillon ou obscur, en tout cas pour moi. Comme je vous le disais à l'instant, j'aime beaucoup. Par contre, il n'a pas l'effet page-turner. C'est-à-dire qu'une fois que je suis dans le livre, je suis bien avec, j'ai envie de continuer mes chapitres. Par contre, une fois que je l'ai posé, j'ai pas spécialement envie d'y retourner et ça c'est un peu problématique pour moi. Un peu problématique parce que je vois les jours défiler et je vois que mon avancement est pas vraiment ouf, qu'il me reste encore 2 romans, plus encore toute une pile de mangas à lire. Donc je pense que pour le moment je vais le mettre en pause, je vais lire les 2 autres romans que j'ai à lire et je reviendrai si j'ai encore un peu de temps dans la suite du challenge. Il y a quelques éléments quand même qui m'ont fait penser énormément à la croisée des mondes de Philippe Pullman. Bon, j'ai pas envie de vous spoiler donc je vous dirai pas lesquels c'est, mais si vous l'avez lu, je pense que vous avez dû les trouver aussi, non? Et voilà, c'est tout pour cette semaine, encore 2 et le challenge est fini. Un peu triste. Comme je vous le disais au début de vidéo, le contenu de cette chaîne va beaucoup se diversifier à la fin du challenge, donc n'hésitez pas à me suivre dès maintenant si ça vous intéresse. À la prochaine! Pas pratique de mettre les coudes dans ce décor. Alors, pour résumer l'histoire, dans les Chroniques d'Asphero, nous suivons le personnage de Recul. Non, on va suivre le chien qui descend. Bah oui, c'est beaucoup plus intéressant. Peut-être que je la mette en bêtisier, celle-là. Au niveau de l'histoire, nous nous retrouvons dans un monde de fantasy où... Et quoi, tu veux encore passer? Non, elle veut pas passer.